Bonjour, je m'appelle Denis Duclos. Je suis chercheur en sciences sociales, en anthropologie, sociologie, philosophie politique, et j'en passe. Et j'ai travaillé au CNRS où j'étais directeur de recherche pendant un bon bout de temps. Euh, et puis je suis rémunéré aujourd'hui par une pension, n'est-ce pas, de fonctionnaire, ayant été payé pendant à peu près une quarantaine d'années pour, en gros, réfléchir, penser et étudier, enquêter et faire valoir mes résultats, les résultats de ces recherches pour, au fond, le public qui correspond à la société française qui m'a rémunéré et pour laquelle je suis fort reconnaissant. Je ferai une petite parenthèse à ce propos, c'est que le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, qui existait avant-guerre, mais comme une agence plutôt que comme comment dire, on pourrait dire une entreprise publique de rémunérant des chercheurs dans pratiquement toutes les grandes disciplines dites scientifiques. C'est après-guerre, exactement, c'est à l'issue de la guerre, dans ce qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance, que je dirais les libertés fondamentales dont j'ai profité et dont tous les membres du CNRS normalement ont également bénéficié, ben, ça a été en fait le résultat de ce programme donc du Conseil national de la résistance, euh, ce qui a permis une autonomie de la recherche en tant que telle, c'est-à-dire de la recherche pas dans un sens réduit, mais dans le sens le plus large que vous pouvez entendre, c'est-à-dire une liberté totale de faire absolument ce que l'on veut, en fait, avec tout de même une obligation minimale d'un rapport annuel, mais c'est tout à fait secondaire parce que ça n'est pas du tout bureaucratique. D'autant que ce sont des pairs, PIRS, qui jugent d'une certaine façon de l'acceptabilité des travaux. J'ai toujours été bien traité de ce point de vue-là, mais le mais étant pas vraiment restrictif, c'est simplement que lorsque vous êtes tenté par un chemin de liberté totale, comme ce que justement vous permet le CNRS, eh bien, il y a évidemment des choses qui ne peuvent pas être jugées en fait. Donc c'est un peu un blanc-seing parce qu'on vous dit allez-y, 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 allez-y. C'est extraordinaire. Bon, un revenu tout à fait modeste de professeur, l'équivalent quoi, professeur des universités, à peu près équivalent, mais sans comment dire, avec tout de même cette extraordinaire situation de liberté totale. La liberté totale est une nécessité pour la recherche, absolument totale, même par rapport à l'enseignement. Car quand vous enseignez quelque chose, vous enseignez quelque chose qui est certain, qui est construit, constitué, qui, comment dire, ne bénéficie pas d'une certaine façon, ça bénéficie éventuellement d'une érudition où on va voir précisément ce qui a été dit dans le passé, etc. On se bagarre entre professeurs pour savoir si ce fait est bien exact, cette contribution a bien été faite, si nous en avons un compte rendu sérieux, etc. Bon. Mais l'accent est tout de même mis sur le savoir acquis et pas sur les acquisitions nouvelles, car les acquisitions nouvelles, bah, elles vont dans tous les sens. Je dirais que permet un cerveau de chercheur, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs supérieur au cerveau de absolument n'importe quel citoyen, citoyenne, mais qui justement peut se consacrer à, à la recherche de ce qui est inconnu, justement, alors ce qui est absolument extraordinaire. Moi, ça a toujours été évidemment ma passion, et ça nécessite pas nécessairement, vous voyez, je pense pas des diplômes extraordinairement élevés avant. Bon, vous pouvez passer des diplômes pendant, mais
Je veux dire, si vous prenez comme exemple, transféré dans les sciences humaines, le type de parcours que, par exemple, avait suivi Einstein, dont parle très bien Étienne Klein, eh bien, vous voyez bien que lorsqu'il était jeune, et puis même toute sa vie, il a plutôt fait de la recherche à travers les rêves qu'à travers les mathématiques. Bon, il avait besoin des mathématiques, il a d'ailleurs été chercher des gens, y compris des gens très proches, pour pouvoir l'aider à mettre en mesure, d'une certaine façon, et mettre en mesure les intuitions presque physiques qu'il avait, mais voilà, c'était un rêveur. Moi aussi, je suis pas mal rêveur. Je ne veux pas dire que je suis aussi bon qu'Einstein, certainement pas. Mais j'avoue que l'objet qui est le mien, qui est un objet très vaste et en même temps assez spécifique, qui est de m'intéresser, je dirais, à la société humaine contemporaine, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé, mais d'autres l'ont appelé très légèrement avant moi. Enfin, je veux dire que c'est pas une question de concurrence, je suis pas en train de parler de ça, mais du fait que c'était effectivement en résonance, si vous voulez, dans les années, on va dire la fin des années 80, ce qu'on appelait déjà, il y a eu un colloque en particulier en sociologie qui réunissait des sociologues autour de ce qu'ils ont appelé la société monde, société mondiale. Alors c'est intéressant parce que vous avez déjà cette idée qu'il y a une mondialité. C'est pas seulement la mondialisation, vous voyez, de l'économie. Implicitement, on dit mondialisation de l'économie. Voilà. Non, on parle d'une société qui est déjà mondialisée. Et, et cet objet qui a été mon objet depuis une trentaine d'années, à peu près, c'est toujours lié avec moi, je veux dire pour moi, excusez-moi, c'est toujours lié pour moi avec l'idée que cette mondialité correspondait en même temps à un certain type de relation des humains à eux-mêmes et à la nature. Ça c'est banal, hein, puisque même Durkheim, créateur de la sociologie, utilisait ça. Il disait que la sociologie, c'est ce qui s'occupe des relations entre les humains et la nature. Enfin, il disait pas ça comme ça. C'était pas un propos écologique. C'était de dire qu'il y avait d'une certaine façon que deux objets de science. C'était la science de la nature et puis la science des humains, et que lorsqu'on s'occupait des humains, ben, nécessairement, on allait traiter du rapport des humains à la nature, par exemple, dans quelque chose qui, en sociologie, enfin relève, qui a relevé plus ou moins de ce qu'on appelait l'économie. Alors, c'est une question très générale, mais c'est une question, vous voyez bien, qui à chaque fois est revenue sur la table. Quand je dis sur la table, c'est la table de tout le monde, des politiques, des économistes, des sociologues, mais aussi votre table à vous, c'est-à-dire ce que vous avez pour manger ce soir, à midi ou pas, et ce qui vous reste dans votre poche pour pouvoir acheter des fruits pour demain, pour les enfants ou pour vous, etc. Il y a un aspect économique, mais aussi un aspect sociologique et aussi un aspect plus culturaliste, si vous voulez, c'est-à-dire qui s'occupe de la façon dont nous parlons. Très important ce mot parler, bien sûr, dont nous parlons entre nous, de nos relations, et dont nous transformons ces paroles éventuellement, qui sont déjà des actes, qui sont déjà des engagements dans une certaine direction, par exemple, et si vous prenez le pouvoir, ou si votre opinion finit par devenir majoritaire, ben vous avez peut-être une possibilité extrêmement difficile à respecter, parce que je veux dire, c'est une responsabilité énorme de pouvoir mettre à l'œuvre ce que vous pensez et voir si vraiment ça correspond à justement des idées que vous avez pu avoir. Alors pour un chercheur qui reste dans le domaine de la recherche, qui ne va pas devenir, vous savez, il va jamais devenir vraiment un expert. C'est au-delà de l'expertise. Il y a des gens qui se proclament experts, mais en général, les scientifiques préfèrent ne pas trop aller sur les médias. Ben là, finalement, j'y suis. J'y suis pour des médias très aléatoires. Il est possible que je n'ai que quelques personnes qui vont visionner ce que j'écris, ce que je dis. Mais c'est toujours ça. Je veux dire, au moins il y a un acte comme ça de présentation à quiconque serait intéressé par le témoignage de ce que. Alors c'est donc une discipline, moi, une sous-discipline. Les disciplines étant en fait pas très très bien définies, heureusement d'ailleurs, parce que si vous commencez à prédéfinir, vous rentrez plutôt dans le monde de l'enseignant et pas dans le monde justement du chercheur. Le chercheur, il sait pas très bien quelle est sa discipline, il sait que l'objet va définir pour lui son objet,
l'objet qui va finir par trouver ou par repérer ou par, vous voyez, intuiter, va canaliser, va canaliser son action, ses préoccupations, ses méthodes, etc. C'est-à-dire en fait sa discipline. Parce qu'il lui faut une certaine discipline pour arriver à penser de façon régulière, logique, cohérente, pertinente, répondant à des questions. Vous voyez. Donc c'est ça la discipline. Alors moi ma discipline je la définirais comme si vous voulez un ensemble pour l'instant je précise pas trop de sciences humaines et sociales. Euh, je dirais tournant beaucoup autour de la question de l'humain, c'est-à-dire autour de la spécificité de l'espèce humaine. Ce que je peux tout de suite, si vous voulez, m'engager sur ce qui va être un fil conducteur tout au long de ces présentations, parce que je commence, je vous le dis tout de suite, une série de présentations. Il y aura, on va dire, peut-être 14 ou 15 séances, vous voyez, qui vont découper, d'une certaine façon, un objet très général, et qui est en même temps l'objet de l'urgence. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on a commencé déjà à parler je veux dire, de société-monde, ça correspond à quelque chose de réel. Et même s'il y a des guerres, encore entre nations, même s'il y a des nations puissantes, des nations plus faibles, même s'il y a des nations unies d'une façon ou d'une autre, ou des nations totalement divisées, même s'il y a donc des toutes petites nations, puis des nations plus grosses, etc. De toute façon, même ces structures qui découpent d'une certaine façon l'humanité ont à faire avec quelque chose qui est en train d'émerger et que je peux appeler, par exemple, la société-monde. C'est un objet tout à fait réel. Ça n'est pas le tout, ça n'est pas la théorie du tout, comme en physique, c'est pas l'univers. C'est la planète Terre, et sur la planète Terre, les humains. Et les humains, eh bien, voilà, ils vont être définis par ce qui les caractérise spécifiquement par rapport aux autres animaux. Nous sommes des animaux, évidemment. Nous avons un très grand nombre de choses qui sont en commun avec les animaux, et aussi encore plus avec les animaux qui se rapprochent beaucoup de nous, et ceux qui nous ont précédés immédiatement étaient évidemment nos ancêtres, et en même temps, nous avons une spécificité. Et c'est de cette spécificité dont je voudrais parler tout au long de ce périple, si vous voulez, que je voudrais avoir avec nous, de réflexion autour de livres, de bouquins que j'ai écrits. C'est une œuvre déjà faite, d'une certaine façon. C'est donc, ce n'est pas l'enseignement, mais c'est l'exposition d'un processus de recherche, si vous voulez, qui est encore ouvert. Enfin, vous devez bien comprendre que même si j'ai envie de m'attarder sur cette terre magnifique pendant encore des décennies, probablement que mes dernières années sont proches. D'ailleurs, je n'en fais pas une maladie, si j'ose dire. Pas encore, du moins. Pas encore. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu l'exposition d'une œuvre réalisée, à peu près figée, à peu près fixée, sauf peut-être si c'est une révélation de dernière minute qui m'amène à changer complètement la façon de penser. Ça m'étonnerait. Mais enfin, on sait jamais. Il vaut mieux, quand on est chercheur, il vaut mieux pouvoir s'attendre absolument à tout. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est cette exposition, donc cet exposé de livre par livre, donc il y a une quinzaine de livres à peu près, que je vous présenterai par paquet. C'est-à-dire, il y a, par exemple, les 4 premières séances seront plutôt sur, je dirais, j'ai les livres en main, mais je ne vais pas vous les présenter car je vous les présenterai avec les titres à l'envers, ce qui est un peu difficile. Il faut que je fasse encore un petit travail d'accoutumance au système vidéo pour pouvoir vous présenter les titres de façon à ce que vous les voyez. Mais de toute façon, je peux déjà vous les lire. Donc en fait, par exemple, bon, vous allez voir, il y a un bouquin qui s'appelle La culture humaine comme catastrophe anthropologique. Alors, et le sous-titre, c'est Critique radicale du sens commun, esquisse d'une auto-guérison de la parole. Ce livre-là est édité par un tout petit éditeur, je dirais, qui n'a pas vraiment l'édition du Translatador, mais qui
ces livres-là sont disponibles sur Amazon ou chez votre libraire, mais c'est par l'intermédiaire essentiellement de l'exposition commerciale qu'en fait en permanence Amazon, ce qui est tout de même positif au moins de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, par exemple là, il y aurait un paquet de trois ou quatre livres pour commencer, dont je vous en ferai non pas des résumés, hein, mais j'essaierai de marquer tout de même quelle est la spécificité de chaque. Donc il y a la culture humaine comme catastrophe anthropologique, il y a la haine de tous les humains envers tous les humains, enquête sur une énigme, il y a l'économie, une dérive automatique entre miracle et crime. Voilà. Et donc vous voyez bien que pour ces trois livres, par exemple, il y a un point commun qui est, je dirais, la négativité. Alors la négativité est une chose qui m'a... La négativité de l'action humaine. Le fait d'être néfaste. Pas toujours, mais le progrès existe encore, les innovations peuvent être bonnes, mais euh, bon, je veux dire, il y a des aspects très négatifs, y compris dans l'arrivée vers la société monde. Non pas seulement la mondialisation, mais la mondialité, telle que d'une certaine façon, elle est quasiment parachevée. Même s'il y a des guerres encore, même s'il y a des résistances très fortes, mais il y a tout de même un phénomène qui est maintenant acquis. Et ce phénomène acquis, il renvoie sur des phénomènes culturels, des problèmes, si vous voulez, culturels fondamentaux, qui peuvent être, d'un certain côté, considérés comme portant, si vous voulez, la catastrophe. Ce qui ne veut pas dire que, attention, je ne vais pas m'engager tout de suite, vous voyez, emporté tout de suite par le courant. Il n'est pas question de péché originel, il n'est pas question, vous voyez, de catastrophisme, mais il est tout de même question de comprendre que lorsque l'on arrive sur cette société monde, il y a des effets de la société humaine, de la culture humaine, incluant évidemment les côtés tout à fait techniques, la technologie par exemple, eh bien, qui peuvent être absolument néfastes à des échelles gigantesques. Maintenant, je crois on peut pas penser autrement. Alors, il y a aussi l'économie, une dérive automatique entre miracle et crime. Comment survivre sans tuer l'histoire? Là, on voit bien que effectivement l'économie qui a pu croire pendant un certain moment donné, on a pu croire que l'économie allait résoudre tous nos problèmes, allait justement permettre un progrès indéfini, etc. C'est des choses relativement banales qui sont déjà discutées par beaucoup. Mais on pourrait dire que, si vous voulez, d'un certain côté, moi, j'en ai fait mon objet depuis plus de 30 ans. Enfin, j'ai commencé, on pourrait dire, à travailler vraiment là-dessus en 1980, au moment où je suis rentré au CNRS. Alors, j'étais déjà chercheur dans un groupe, dans un laboratoire de recherche en sciences humaines qui est passé directement au CNRS, presque, enfin, avec beaucoup de chercheurs qui sont passés en même temps au CNRS avec avec des concours, hein, mais des concours un petit peu ensemble entre ce qu'on appelait à l'époque les chercheurs hors statut. Donc, nous sommes rentrés au CNRS, et puis à ce moment-là, nous sommes dispersés dans divers horizons, avec chacun un petit peu nos, voilà, nos sensibilités personnelles, c'est la liberté totale du chercheur. Alors là, je répète donc, il y a quelque chose sur la haine, quelque chose sur la dérive criminelle de l'économie. Alors on voit déjà que ces deux livres-là traitent d'aspects négatifs de la société monde, euh, mais qu'il faut effectivement analyser de près. Alors l'une, euh, la haine, ça porte sur quelque chose qui serait plutôt, on va dire, ben, l'envie de tuer son prochain, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le militaire. Bon, c'est revenu à la mode aujourd'hui, si j'ose dire, parce qu'avec la guerre. Oui, parce que oui, je réponds à ma fille qui m'invite à manger, donc je ne vais pas tarder pour cette fois-ci. Mais voilà. Alors, donc, par exemple, voilà deux types de dérives qui peuvent être considérées par certains côtés comme déplorables et catastrophiques. L'économie, lorsqu'elle se transforme en inégalité absolument extraordinaire, enfin c'est insupportable, en laissant sur le carreau des milliards de gens, vous voyez. Et puis la haine qui l'inspire, enfin qui est fondamentale dans le phénomène tout de même de la guerre, et qui euh, aboutit évidemment aussi à des millions de morts. Et là, enfin, pour l'instant, on voit bien que c'est la guerre actuelle, la pauvre Ukraine, elle est évidemment directement sous l'effet de ce type de catastrophe-là. Mais en même temps, vous avez ce livre donc, dont je vous ai montré un tout petit peu le profil,
Et que je vous présenterai un peu plus tard correctement avec le titre et les belles photos. Ça renvoie, ça fait comme un triptyque, si vous voulez, les trois livres, avec des exemples donc de phénomènes catastrophiques, soit pacifiques, soit dans la guerre. Et puis donc ce qui pourrait en faire, je dirais pas encore l'explication, car l'explication elle va se faire au long des exposés sur les 15 livres, mais vous avez tout de même quelque chose qui tourne autour de la culture humaine, c'est-à-dire la parole. Voilà. Alors justement, la parole. Il y a dans la parole, y compris la mienne, probablement, bien sûr, évidemment, je suis un humain comme les autres, hein, je ne suis pas un extraterrestre. Eh bien, il y a quelque chose de catastrophique dans la parole en même temps, la parole est extraordinaire. Pouvoir d'imagination, pouvoir, je dirais, de conviction, pouvoir d'intelligence, pouvoir d'exposer la pensée. Il n'y a pas de pensée sans parole, bien sûr, c'est impossible. Mais il est possible aussi qu'il n'y ait pas de pensée sans une imagination muette. Et il est possible qu'il n'y ait pas de conscience sans inconscient, etc. Donc vous avez des phénomènes comme ça qui sont compliqués, mais qui relèvent tous du fait qu'il y a de la parole, contrairement aux autres animaux. Nous sommes les seuls animaux qui parlons. Les animaux, il leur manque que la parole, comme on dit. Ils peuvent être très intelligents, parfois d'une intuition extraordinaire. Nous savons avec les animaux domestiques dans lesquels nous le reflétons un peu qu'il peut y avoir de véritables sentiments entre les humains et les animaux, négatifs ou positifs d'ailleurs. Tout ça, c'est tout à fait clair. Enfin, pour moi, on en reparlera d'ailleurs en détail. Enfin, je vous citerai plein d'exemples. Et également d'ailleurs des exemples de la vie quotidienne, parce que j'ai des animaux domestiques aussi. Voilà, je veux dire, je suis un Français moyen qui parle un Français moyen. Euh, c'est pas qu'avoir des animaux, c'est être moyen. Mais je veux dire que ça vous rabaisse, enfin, ça vous rabaisse. Oh là, qu'est-ce que je fais comme erreur? Je veux dire que ça vous ramène sur Terre. Ça vous ramène sur Terre au niveau des gens qui sont pas des intellectuels, qui ont des tas de métiers différents, mais qui peuvent communiquer à travers la relation qu'ils ont avec leurs animaux, qui est extrêmement pédagogique pour les chercheurs aussi. Vous voyez, donc de toute façon, voilà. Alors, je vous parlerai de ça la prochaine fois plus précisément. Mais on commencera, si vous voulez, par cette question, par tourner autour de cette question à travers ces trois livres. L'un sur les défaillances de l'économie, l'autre sur les défaillances, je dirais, de la paix, d'une relation pacifique normalement entre les êtres humains, et puis à travers quelque chose qui serait déjà le phénomène central qui explique un peu tout ça, et qui serait la culture humaine, c'est-à-dire la parole, et voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et ça sera la semaine prochaine, même jour de la semaine, à peu près même horaire. Et puis, il y aura évidemment, sous forme de podcast, ce vidéo qui va rester, j'espère, suffisamment longtemps pour pouvoir convaincre ceux d'entre vous qui aimeraient un jour y venir. Et aussi, donc, les livres qui sont disponibles. Hein. Tous les livres enfin, toutes les idées dont je vais parler sont rédigées sur des livres qui sont en vente et que vous pouvez avoir. Donc essentiellement, je dirais sur Amazon, mais aussi chez votre libraire, même si votre libraire des fois rechigne un peu à téléphoner à Amazon pour avoir la commande. Mais en fait, ils peuvent avoir les commandes pour le même prix exactement, puisque le prix des livres en France est complètement égalisé. À bientôt.